Donc aujourd'hui, nous allons parler de légumes qui viennent d'Europe et d'Asie, en partie, et de légumes qui viennent d'Afrique. La semaine prochaine, nous aborderons les légumes qui viennent d'un autre continent. Le principe de ces webinaires, c'est de montrer comment ces plantes sont arrivées dans nos assiettes et comment elles ont été domestiquées et quels sont les principaux sauts technologiques qui ont été faits pour aboutir à des formes que l'on voit aujourd'hui. Donc nous avons deux animateurs qui sont membres du conseil scientifique de la SNHF, Georges Sicard et Jean-Louis Hilbert, qui vont se répartir les rôles pour animer vos conférences. Jean-Louis, je crois que c'est toi qui commences. Tout à fait. Alors, je te donne la parole. Merci Yvette. Bonjour à toutes et tous. Très heureux de vous trouver dans le cadre de ce webinaire organisé par la SNHF. Comme vous l'indiquez Yvette, vous aurez au cours de cet après-midi 4 interventions. Je propose de démarrer tout de suite par le premier intervenant qui est Bruno Després. Donc Bruno Després est responsable de la recherche dans le groupe Florimond-Després qui s'intéresse à la sélection de plantes de grande culture. Et il va nous parler au cours de cet après-midi d'une plante sur laquelle il travaille, qui est la chicorée. Cher Bruno, je te laisse la parole pour une vingtaine de minutes et puis il y aura sans doute quelques questions à la suite de ton intervention. Je voudrais juste compléter pour dire que tous les participants peuvent poser des questions en activant le petit Q&R qui est en bas de l'écran. Ça leur permet de poser des questions et nous synthétiserons les questions et nous les poserons directement aux conférenciers. Merci. Merci Georges, j'avais oublié. C'est très gentil. Je t'en prie. Merci à tous. Vous voyez l'écran au total, là, partagé? Bon, très bien, Oui. merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, je tiens à remercier les organisateurs de cette série de conférences sur l'origine et disons aussi la diversité de nos légumes. Je tiens aussi à vous dire que je ne suis pas du tout un spécialiste des légumes et donc vous me pardonnerez si je ne réponds pas complètement à vos attentes, mais bon, disons que je vais faire au mieux et j'essaierai de répondre à vos questions. Alors, la première, évidemment, de questions que je me suis posée, c'est qu'est-ce qu'un légume? On l'a vu dans les séances introductives, mais je prendrai la définition assez large qui a été donnée par le CNRS, qui est un légume est la partie comestible d'une plante potagère. Avec ça, vous êtes bien fixé. Autrement dit, d'une plante utilisée dans l'alimentation humaine et dont la production est réalisée dans le cadre d'une activité de maraîchage. Alors, dans sa conférence introductive, pour ceux qui ont eu la chance de la voir, Michel Chauvet vous a partagé le fait que nos plantes cultivées, de manière générale, proviennent de différents endroits du monde, différents continents, et c'est d'ailleurs le fil conducteur de cette série de conférences. Vavilov, que vous voyez ici, est l'un des plus grands botanistes et généticiens de son époque. Il nous avait fait part de sa vision de la domestication des formes sauvages, vision qu'il a forgée après de Candolle et Darwin, après avoir effectué plus de 200 missions à travers plus de 65 pays, récolté des centaines de milliers de variétés cultivées. Alors, Vavilov a proposé 5 centres d'origine ou foyers d'origine de ces plantes et de leur domestication. Et parmi ces principaux centres de diversification et des plantes de grande culture, potagères ornementales, il a surtout souligné le lien entre l'origine de ces foyers et les foyers de civilisation. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux plantes provenant de la Méditerranée. Comme vous le constaterez, c'est la Méditerranée, mais c'est aussi forcément non seulement l'Europe, mais aussi le nord de l'Afrique. Et sans doute, dans le cas des chicorées que je vais vous présenter maintenant, c'est de cette origine-là dont il s'agit. Alors, comment cette jolie plante aux fleurs bleues que vous voyez ici peuple nos campagnes et borde nos routes l'été, fleurissant, on va dire, du mois de juin au mois de septembre, tous les matins, et nous montre ces beaux capitules bleus. Et pourtant, cette chicorée ancêtre sauvage, on va dire, qui pousse le long de nos routes, eh bien, elle a donné toutes nos chicorées légumes et on verra qu'il y en a beaucoup. Car c'est bien cela dont il s'agit dans mon intervention, c'est
comment passe-t-on de toutes ces chicorées sauvages aux chicorées cultivées, et d'ailleurs cultivées pour différentes parties ou organes, et aussi pour de multiples usages. Je pense que ce qui est important, c'est de montrer que tout ça s'est passé un peu dans l'histoire, étape par étape. Alors, un petit peu de botanique pour commencer, parce que c'est important de comprendre d'où viennent nos plantes. C'est aussi comme ça qu'on reconnaît mieux la partie domestication. Alors, les chicorées appartiennent à la famille des Astéracées. Alors, vous allez dire, les Astéracées, c'est quoi? C'est l'une des familles les plus grandes qui existent. On les appelait avant les composés. C'est une famille de plantes à fleurs, l'une des plus grandes, hein, puisqu'elle a 1900 genres et 33 000 espèces. Donc, ce n'est pas une petite famille. C'est une famille qui est apparue très récemment au cours de l'évolution, hein. Pour ceux qui aiment l'évolution, c'est apparu au moment de l'Éocène, c'est-à-dire à peu près il y a 50 millions d'années, on va dire ça comme ça, et qui est en même temps que l'émergence des premiers mammifères modernes. Alors, pourquoi je vous parle de ça et de son origine et de cette famille? Parce que la grande diversification de cette famille, c'est aussi son côté ubiquiteux, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas que en Europe, il y en a partout dans le monde. Et cette grande diversification et cette grande explosion dans les différents continents, c'est probablement dû à une caractéristique importante qui est celle de son inflorescence, qui est attractive pour les insectes pollinisateurs. C'est ce qu'on appelle les capitules, hein, dont je vous ai parlé juste avant. Ce qu'on a tendance à dire une fleur, mais en fait, c'est un capitule, un groupe de fleurs. Et aussi leur métabolisme secondaire, ou pour parler plus proprement, le métabolisme spécialisé, c'est-à-dire qu'elles fabriquent des molécules qui ont permis d'étendre cette famille vis-à-vis des ravageurs, etc., mais aussi qui ont permis cette domestication parce qu'elles vont avoir des propriétés particulières que l'homme va retenir. Alors, parmi les Astéracées, donc cette famille botanique, on compte de très, très nombreuses sous-familles, 12 ou 13, mais regroupées en deux grandes sous-familles, enfin 12 ou 13 tribus regroupées en sous-familles, et dont la plus abondante, c'est justement celle des Chicoroidées. Celle que vous voyez ici, on voit beaucoup d'espèces cultivées, hein, qu'elles soient alimentaires, médicinales, ornementales, cosmétiques. Je pense que c'est important que vous ayez, je ne vais pas toutes vous les citer, vous les reconnaissez, hein, Cartame, Laetus, Corsonnet. Voilà. Toutes ces plantes-là ont donc la particularité d'être cultivées. Et pour vous montrer l'importance de cela, dites-vous que, en gros, on est à 150-200 plantes, espèces végétales alimentaires, et donc c'est relativement peu. Et donc, ça veut dire qu'il y en a déjà beaucoup là sur ce visuel, et que rien que 12 d'entre elles représentent à peu près 75% de notre alimentation. Donc, on a très peu d'espèces pour nous nourrir. Et donc, les chicorées, on va le voir, ont l'avantage d'être pluri-usages. Et donc, non seulement elles font partie des quelques espèces végétales qui nous alimentent, mais là aussi, une petite relation avec la santé est nécessaire parce qu'au départ, je pense que les plantes étaient quand même très utilisées pour leur aspect santé, d'autant plus qu'on n'avait pas de médicaments. Donc, je pense que c'est indissociable. Alors, la particularité de la famille botanique des composés ou astéracées, c'est que vous savez que la plupart des plantes stockent les sucres sous forme d'amidon, hein. C'est un polymère d'une molécule qu'on appelle le glucose. Et les astéracées ne font pas ça. Elles font comme une autre famille qui s'appelle les campanulacées. Donc, vous connaissez la campanule. Et donc, eux, ils font un stockage sous forme d'inuline et non pas d'amidon. C'est-à-dire qu'ils font des polymères, des chaînes, si vous préférez, non pas de glucose, mais de fructose. Alors, ces inulines ont donc une particularité, ces mélanges de fructose. Le fructose, je vous rappelle, c'est le sucre des fruits, comme son nom l'indique. Le glucose, c'est celui qui est le stocké sous forme d'amidon. Et le saccharose, c'est une molécule de fructose avec une molécule de glucose. En gros, le saccharose, le sucre que vous connaissez, n'est qu'un tout petit polymère de fructose et de glucose. Et les plantes ont choisi soit de stocker des polymères de glucose, soit des polymères de fructose, soit du saccharose, mais là, il y a relativement peu de plantes qui ont choisi de stocker le saccharose. Vous connaissez la betterave et la canne. Alors, tout ça est important parce que la plupart des
des propriétés alimentaires et nutritionnelles vont retirer de ces inulines-là. Même si, bien entendu, comme je vous l'ai dit, il y a d'autres molécules qui vont intervenir comme les métabolites secondaires. Mais c'est extrêmement important pour la suite. Alors, revenons-en aux chicorées. Les chicorées, c'est en gros 6 espèces qui sont réparties pas tout à fait autour du globe, quant à elles, hein, plutôt comme vous le voyez sur la carte du milieu, les espèces sont réparties autour de la Méditerranée et aussi en Asie. Alors, de nos jours, ce n'est pas tout à fait vrai. De nos jours, elles ont, à l'état sauvage, elles se sont répandues, y compris en Afrique du Sud, en Australie, en Amérique, mais c'est l'homme qui l'a amené récemment. Ce sont des chicorées redevenues à l'état sauvage et qui se sont échappées des endroits où l'homme l'a amené dans ses jardins et sortis des jardins, ils sont redevenus sauvages. Mais à l'état réellement sauvage, on peut parler du bassin méditerranéen et du nord de l'Afrique. Alors, avant aussi de parler des espèces et des usages de chicorées, je pense qu'il est important que je dois souligner quelques éléments de description de l'appareil reproducteur. Pourquoi ? Parce que ça permet de mieux comprendre certains aspects de la domestication. Alors, sur ce visuel, vous voyez à droite une vue rapprochée d'un capitule de chicorée. Un capitule comporte une quinzaine de fleurs. Hein, donc, vous voyez là une quinzaine de fleurs. Ça paraît peut-être un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Et ce capitule, c'est un peu comme une marguerite, si vous préférez. C'est le même modèle, la même famille. Et donc, un capitule comporte une quinzaine de fleurs dont vous observez les 5 pétales soudés, là, avec les petites dents bleues, la fameuse ligule bleue avec ses 5 dents. Et au centre du capitule, vous voyez les appareils reproducteurs, mâle et femelle. Mâle l'engrossé, femelle le gynécée. Alors, on va les regarder un petit peu plus précisément à gauche. La caractéristique, c'est que lorsque le capitule s'ouvre le matin, hein, je vous rappelle, il se fane à peu près vers midi, 1h, de temps en temps un peu l'après-midi, mais sa vocation est de s'ouvrir le matin, de se fermer l'après-midi et d'en avoir des nouveaux tous les jours comme ça pendant à peu près 3 mois. Et donc, la caractéristique est lors de l'ouverture du capitule, il y a un déploiement des appareils reproducteurs qui est représenté sur la gauche là, du visuel, et ça fonctionne, on va dire, comme un piston. C'est-à-dire que l'appareil mâle est composé de 5 étamines soudées qui forment un manchon, ici représenté en bleu, hein, et à travers duquel passent les organes femelles sous la forme d'un piston en double crosse qui est représenté ici en rose. Vous voyez, il passe de gauche à droite, il sort du manchon et il présente ces 2 crosses en V au-dessus. Alors, le pistil, donc en rouge, en rose, possède de très grands poils qui vont racler le manchon et récolter le pollen vers l'extérieur de ce pistil. Alors, mais en fait, seul l'intérieur des 2 crosses permet la germination et est réceptive à ce pollen. Donc déjà, mécaniquement, le pollen de la fleur ne rejoint pas les parties réceptrices. Il faut un insecte pollinisateur qui va prendre le pollen et le mettre sur la face au-dessus. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce qu'en plus de ce mécanisme purement mécanique qui favorise le pollen étranger, il y a 2 autres systèmes qui vont favoriser le pollen étranger. L'un, c'est un mécanisme d'incompatibilité, c'est-à-dire il y a un système génétique qui permet de reconnaître si le pollen est de sa propre plante ou s'il vient d'une autre plante. Et s'il vient de sa propre plante, il n'est pas favorisé, il l'empêche de germer. Et puis, il y a un mécanisme de compétition pollinique qui fait que si la plante, même étrangère, est relativement proche, un frère, une sœur, eh bien, elle va germer moins vite. Et il y a une sorte de compétition qui fait que le pollen vraiment étranger et vraiment lointain va aller plus vite que l'autre. Alors, tous ces mécanismes mécaniques, génétiques, physiologiques font que, en principe, la chicorée est allogame, ce qui veut dire que si quelqu'un repère une belle chicorée, ça va être difficile de la multiplier en tant que telle. Même si la chicorée se bouture, c'est-à-dire que vous pouvez la séparer en petits morceaux et la multiplier. Au bout d'un moment, il faut passer par l'état graine et ça sera plus difficile si vous n'avez qu'une chicorée. Alors, il y a d'autres chicorées qui ont la particularité d'avoir le contraire de tous ces mécanismes. Le premier, c'est que le manchon se regroupe et revient
le style revient et se recroqueville et récupère le pollen sur les parties réceptrices, même sans insectes. Et le deuxième, c'est que l'autopollen est reconnu, il n'est pas reconnu, au contraire, et il arrive à germer, et donc il n'y a pas de problème. Et ça, c'est une espèce autogame, on va dire, c'est l'équivalent de la chicorée classique, mais autogame. On le verra, c'est les chicorées salades, scaroles et frisées, c'est ce qu'on appelle les Chicorhium endivia. Donc, elles sont autogames, alors que la plupart des chicorées que vous voyez dehors, c'est de l'allogame. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? Classiquement, on va dire qu'il y a 3 espèces sauvages, on distingue 3 ou 4 espèces utilisées par l'homme. Je vous en ai présenté 7 ou 8 avant. On va dire qu'il y en a 3 ou 4 qui sont utilisées par l'homme. Alors, il y en a une, je vais l'éliminer tout de suite, la Cichorium boté, qui pousse qu'au Yémen, dans le désert, qui est utilisée par les chameaux pour brouter. Donc, celle-là, on va dire, ne fait pas partie des légumes et est éloignée de nos contrées. 2 autres espèces qui sont importantes, celles que je vous ai dites, c'est-à-dire la Chicorée intibus et l'autre qui est Endivia. Intibus étant allogame, comme toutes les autres, et Endivia ayant la particularité d'être autogame, c'est-à-dire pouvant faire des graines toutes seules. Alors, elles ont donné des chicorées salades à feuilles vertes que vous voyez. Je parle des chicorées intibus, celles du bas sur le visuel. Elles ont donné des salades à feuilles vertes, à feuilles rouges, à feuilles panachées, tout ce qu'on appelle souvent les chicorées italiennes, c'est-à-dire des Vérones, des Trévises, des Chioggia, des Castelfranco. Toutes ces variations ont été conservées par les agriculteurs locaux qui ont vu des mutants qui leur plaisaient, et ils ont fait des groupes de plantes qui reprenaient héréditairement ces caractéristiques, et donc on fait ce qu'on appelle des races locales avec des agriculteurs, souvent, en l'occurrence là, des Italiens. Alors, je vous conseille, si vous aimez les chicorées, la Trévise est la plus fine de toutes ces chicorées. Alors, on les utilise en salade, mais on les utilise aussi en cuit, en salade crue, mais aussi en cuit. Alors, certaines sont forcées, comme la barbe de capucin, c'est d'ailleurs celle qui ressemble plus à la chicorée sauvage, dans le nord de la France, c'est ce que vous voyez un peu en bas, en haut à droite, qui est comme un pissenlit. Pourquoi? Parce qu'on les force et on les met à l'obscurité, on les force, et on a ainsi des chicorées moins amères. Alors, c'est une sorte de chicorée qui a la particularité d'être cultivée comme ça, c'est la culture qui va la rendre comme ça. Alors, la chicorée à chicon, qui est celle qui est tout en bas à droite, n'est d'ailleurs rien d'autre que la même chose, c'est-à-dire une chicorée industrielle que vous voyez juste à sa gauche, c'est-à-dire une chicorée qui est cultivée là, non pas pour ses feuilles, mais pour ses racines. Et cette racine, on va la mettre en forçage et on va obtenir le fameux chicon. La légende, vraie ou pas, dit que le jardinier du roi des Belges, un certain Brézier, avait eu l'idée de forcer les chicorées en mettant des racines de chicorée industrielle dans un mélange de paille et de terre à l'obscurité, et les chicons, ou whitloff, qui veulent dire feuilles blanches en flamand, obtenues étaient particulièrement goûteuses et formaient pour certains le fameux chicon bourgeot étiolé en forme de cône. Alors, il existe aussi des chicorées légumes racines, comme les chanchino, les dits chanchino, qui sont des chicorées que l'on mange pour la racine. Vous les voyez juste à gauche, ils sont très longs, ça ressemble vraiment à sa cousine, le salsifis, qui est toujours encore de la même sous-famille. Alors, les autres chicorées autogames, c'est celles que vous voyez au-dessus, sont les scaroles et les frisées. Alors, elles se reproduisent à l'identique, et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont locales en termes de noms. Là, on va dire que pendant le Moyen-Âge, on en a fait beaucoup, la chicorée de Meaux, la chicorée de Louviers, etc. Parce qu'à partir du moment où vous l'avez, c'est facile de la multiplier. Alors, maintenant que vous avez vu ça, j'espère que vous ne parlerez plus jamais d'endives pour les chicons et les whitloff, mais bien de chicons, puisque les endives sont les chicorées scaroles et frisées et non pas ce que les Parisiens appellent les endives. C'est une erreur botanique importante, puisque les Anglais et les Allemands ne la font pas. Ils appellent ça endive ou endivieux, c'est de la scarole ou de la frisée, ce n'est pas du chicon. Alors appelez-le chicon, ou si vous voulez parler whitloff, parlez whitloff. Alors,
Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite et on va reprendre les éléments descriptifs plutôt vers la domestication et vers l'histoire. La chicorée a été cueillie et consommée dès le néolithique, on en est sûr, hein. On a retrouvé des traces et des morceaux de racines grillées dans les restes des feux et des foyers de ses ancêtres. Et l'arrivée de l'agriculture dans la zone du croisant fertile est sans nul doute liée et a profité à cette plante, qui était probablement cueillette à ce moment-là. Il n'y a pas de jardin. Alors, si on fait un petit bond, le plus vieil écrit, le papyrus égyptien datant de 2000 ans avant Jésus-Christ, hein, référencé comme le papyrus d'Hébert, parce que c'est un égyptologue allemand qui s'appelait Hébert, répertorie un certain nombre de plantes, et notamment 2 chicorées, l'une des champs et l'autre des jardins. Donc, déjà, on peut dire qu'il y avait la chicorée légumes. À noter que pour les Juifs aussi, c'est ce qui est représenté un petit peu à gauche, hein, les herbes amères que l'on cite dans la Bible, les herbes consommées lors de la Pâque juive sont composées de chicorée, symbole de cet exil de l'Égypte par son amertume, mais aussi survivance dans la traversée des terrains hostiles, puisque la chicorée a un goût amer, et on utilise toujours ce légume d'ailleurs dans la préparation de la Pâque juive, à côté de l'agneau et du pain azime. Alors, un autre petit saut dans l'histoire, je vais faire des petits sauts comme ça, un peu rapides, mais bon, on n'a pas beaucoup de temps, donc il faut que j'aille assez vite, hein. Un petit saut dans l'histoire nous amène chez les Romains, et comment ne pas citer Horace, le célèbre poète vivant dans le sud de l'Italie, qui disait « Pour me restaurer, je me suffis d'olives, de chicorée et de mauve légère ». Alors, en réalité, les Romains se restauraient souvent de manière abondante, comme vous le savez, et prenaient l'apéritif. Et ils avaient des fleurs de mauve confites, des petits cubes de racines de chicorée qu'ils grillaient, qu'ils salaient et qu'ils mangeaient un petit peu comme on mange des cacahuètes aujourd'hui. Alors aussi et surtout, tout ça, ça avait l'avantage de préparer le tube digestif avec une sollicitation, on va dire, intense derrière, et donc apéritive mais aussi digestive. Ce sont les 2 grandes premières propriétés utilisées pour la chicorée. Si on reste toujours chez les Romains, mais aussi chez les Grecs, on peut citer les grands médecins, hein, nous ont permis de transférer leur savoir hein, par des ouvrages comme De Materia de Medica, une vraie référence dans le domaine de la médecine. Il est intéressant de signaler que les médecins se formaient en tant que médecins militaires. Ils suivaient les armées et ils se faisaient ainsi la main. Et les 2 grands mots des armées étaient les blessures à l'arme blanche, et donc les anti-inflammatoires, mais aussi les antiseptiques, et aussi les touristas. On oublie de dire que les gens mouraient plus de touristas que d'armes, parce qu'ils attrapaient des diarrhées qui étaient provoquées par leur migration. Ils n'avaient pas l'habitude de manger d'autres choses, donc les habitudes alimentaires changeant, ils attrapaient des touristas et souvent ils en mouraient parce que non soignés. Et la chicorée, ben, elle répond à tout ça, elle répond à un peu à tous ces problèmes d'anti-inflammatoires, antiseptiques et aussi aide à la digestion. Donc, elle était indispensable dans leur sac à miracle et en fait, d'herbes et d'autres onguents soignants, la chicorée avait une bonne place. Autre petit saut, on arrive à Charlemagne. Alors, notre cher empereur, bien connu pour avoir rendu l'école obligatoire, mais on oublie souvent, il a organisé ses domaines, et notamment par un ouvrage qui s'appelle le Capitulaire de Vilis, qui est une sorte de règlement intérieur pour ces domaines. Les Vilis sont les gouverneurs, et Charlemagne va imposer 94 plantes utiles nécessaires pour les jardins médiévaux. Hein, on a parlé des jardins médiévaux dans la séance introductive. Ben voilà, Charlemagne impose 94 plantes. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes ces plantes vont être imposées dans tous les jardins du Moyen-Âge, et on y retrouve légumes, arbres fruitiers, céréales, mais aussi des plantes aromatiques, médicinales, tinctoriales. Et comme par hasard, la chicorée répond à tout ça et évidemment fait partie de ces 94 plantes. Alors, ça va beaucoup évoluer derrière. La suite, la chicorée prendra une place toujours importante. On en fera des sirops, des eaux, des extraits. Et donc, elle sortira des jardins pour à la fois alimenter les gens, mais aussi les soigner. Et je pense que c'est très important dans l'histoire des plantes et de la domestication de lier ces propriétés pharmaceutiques dont témoignent les jarres et les poteries de cette époque et aussi l'utilisation alimentaire.
deux grandes figures du Moyen-Âge, mais je ne m'attarde pas là-dessus. Hildegarde de Bingen, que beaucoup connaissent, hein, qui est une sainte bénédictine allemande, et l'autre, un médecin italien, Matthieu Plaetarius, ont aussi rédigé des ouvrages de médecine, un peu comme de Materia de Medica et de Dioscoride, et font éloge de la chicorée. D'un point de vue domestication et sélection, on peut considérer que ce sont les moines, en particulier les bénédictins, comme on vient de le voir, qui ont sélectionné les plus belles plantes et amélioré tout ça. De sélection empirique, on appelle ça la sélection massale, on prend les plus beaux et on recommence. Mais comme vous l'avez vu, c'est allogame, donc il en faut plusieurs. C'est déjà un peu plus technique. Alors, il faudra attendre le XXe siècle et M. de Villemorin pour appliquer des sélections plus compliquées. Elles vont être, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on a déjà bien avancé, mais on essaye à ce moment-là, c'est le blocus continental, et on va se servir de la chicorée pour ce qu'elle était déjà utilisée avant, c'est-à-dire en faire de la boisson. Donc, elle était dans les jardins pour en faire de la boisson. C'était un peu utilisé comme une moutarde ou une épice, et Napoléon va développer sa culture parce que blocus continental veut dire qu'on n'a plus ni sucre ni café. Il va donc développer la betterave à sucre pour remplacer le sucre de canne, et la chicorée, il va la développer, elle existait déjà, mais pour utiliser comme boisson. Bon, c'est important parce que à ce moment-là, va aussi connaître une domestication précoce avec un système de sélection. Alors, la chicorée légumes a aussi pris d'autres usages hein, liés à sa culture au champ, dès qu'elle sort un peu des jardins, elle devient plus industrielle, on va dire. Elle a été ici, vous voyez les différents usages. Hein, le premier, c'est l'utilisation des feuilles en fourrage pour les bovins, les ovins, mais aussi les autruches. La racine est également utilisée. Une fois séchée et découpée en petits cubes, elle est incorporée à la nourriture de nos chiens. On en fait de la farine après l'avoir broyée comme ingrédient, avec de la farine boulangère pour faire du pain, des croissants. On fait bien entendu de la chicorée boisson, toujours avec la racine. L'inuline, parfois, est extraite et est utilisée dans les yaourts, les glaces. On fait même des bioplastiques et encore des cosmétiques. Donc, vous voyez, les usages vont se multiplier à la fin, et on ne peut pas parler d'une domestication continue de nos légumes, mais d'un nouvel usage de plantes vers d'autres choses. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au-delà, alors c'est un tableau que vous ne pouvez pas voir parce que c'est écrit en tout petit, mais disons que vous en aurez l'occasion d'agrandir si vous revoyez. Ce qu'il faut retenir, c'est bien qu'au-delà de son usage légumes au potager, l'espèce est beaucoup utilisée de manière traditionnelle en médecine, et ça dans de nombreux pays. Là, vous avez une liste de pays. Au cours du temps, elle a des propriétés initiales qui ont été confirmées, hein, dépuratives, etc., etc. Et elle est utilisée donc toujours à chaque fois dans la nutrition ou pas. Et tous les organes, y compris les fleurs. On mange les feuilles, comme vous l'avez vu, les racines, mais aussi les fleurs. Je ne m'étends pas ici sur les principales propriétés de la chicorée, mais la palette est large. Elle est due aux fibres d'inuline, comme on l'a vu, mais aussi aux métabolites spécialisés qui vont permettre des tas de choses sur le fer, le calcium, plein de bonnes choses en termes digestifs. On retrouve ce que les Romains avaient trouvé et les Grecs. Hein. Et puis aussi, elle va développer la médecine moderne parce qu'on fait de la pharmacopée, où elle est utilisée dans la tétrathérapie contre le virus du sida. Elle est bien entendu utilisée comme anti-inflammatoire, vous retrouvez les Grecs et les Romains, et avec les analgésiques. Elle est utilisée contre les anticancers du côlon, l'hypoglycémie, puisque c'est du fructose et pas du glucose, utilisée contre le VHB ou le malaria. Donc, il y a des propriétés aussi nouvelles. Donc, ce légume, finalement, fait partie de notre pharmacopée. Voilà. Les connaissances nous apportent encore plus d'usage d'un légume hein, qui est aussi utilisé comme fourrage. On peut le donner à des animaux sauvages pour qu'ils soient, et c'est fermifuge. On peut l'utiliser, ça j'aime beaucoup le dire, je vais terminer par là, on peut éviter aussi la castration des cochons mâles en leur donnant de la chicorée plusieurs semaines avant l'abattage. Et comme ça, on n'est pas obligé de les castrer, ce qui fait que le cochon ne cumule pas le scatol dans sa viande et devient comestible au lieu d'être horriblement néfaste. Voilà, je vous remercie et je serai heureux de répondre à vos questions.
Merci Bruno pour cette belle présentation avec la présentation d'un grand nombre de, comment dirais-je, de propriétés liées donc à cette plante qu'est la chicorée. Alors, il y a une première question qui est posée par Michel Chauvet. La question est la suivante, c'est l'espèce Sycorium endivia est-elle toujours considérée comme distincte de Sycorium intybus? Alors, il y en a qui ne la distinguent pas. Moi, je la distingue parce que quand on fait des croisements, alors elles se croisent, hein, ces deux espèces du même complexe d'espèces, c'est-à-dire que les espèces parfois se croisent un petit peu. Alors, elles se croisent un petit peu et pas beaucoup. Parce que quand on les croise, d'abord, les croisements ne marchent pas si bien que ça et dans les deux sens. Et surtout dans le sens, d'ailleurs, si je veux féconder un intybus par un indivia. Mais il y a aussi une grosse incompatibilité entre le cytoplasme de la plante et le noyau. Alors, c'est peut-être un petit peu technique, mais ça veut dire que quand vous la croisez, l'individu, au départ, est à peu près correct, mais si vous la recroisez, ça dégénère et ça devient de plus en plus malingre et faiblard. Et si vous continuez le processus, ben, vous avez du mal à transférer des gènes de Endivia vers Intybus ou Intybus vers Endivia. Donc, j'estime que ce sont effectivement des espèces plutôt récentes, puisqu'elles sont encore compatibles. L'une est autogame et l'une est allogame. On aurait pu dire que simplement la mutation qui permet l'autofécondation, ce que je vous ai expliqué là dans l'appareil reproducteur, permet l'autofécondation. Il y a des intybus qui sont autoféconds, ça ne leur rend pas endivia. Où là, c'est vraiment le mode reproducteur majeur. On connaît maintenant le gène, on connaît la liste des gènes d'incompatibilité, on sait la différence. C'est pas. Alors, après, il y a plus que ça. Il y a aussi des aspects chromosomiques qui font que les endivia et les intybus ont le même nombre de chromosomes, hein, 2 x 9, 18. Par contre, comme vous le savez, les individus ont souvent des chromosomes plus ou moins longs, et même dans une même espèce, ils sont plus ou moins longs. Eh bien, en globalité, les endivia n'ont pas les mêmes tailles de génome que les intybus. Et même au sein des intybus, les chicons, que certains appellent endives, ont des tailles différentes. Et pourtant, ça ne date que d'il y a 100 ans. Donc, même la séparation des chicorées industrielles qui deviennent des chicorées à chicons parce qu'elles sont capables de forcer, eh bien, elles finissent par avoir des chromosomes de taille différente. Donc, elles sont en train de se spécier, quelque part. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais pour moi, c'est deux espèces vraiment différentes, ce qui n'est pas le cas, par exemple, du spinosome, qui est une sorte d'intybus qui a juste transformé ses fleurs, ses capitules, en des épines qui la rend, on va dire, apte au stress hydrique, qui pousse en crête, en Grèce, et qui, elle, est toujours utilisée pour cueillette, mais résultat, n'est jamais rentrée dans les jardins. Donc, c'est une sorte de légume cueillette, mais ce n'est pas une légume au vrai sens du terme, au sens où elle n'est pas jardinée. Il y a une deuxième question également par un spectateur anonyme qui tourne autour de la composition de la chicorée. Alors, la question est la suivante, c'est extrait-on le fructose de façon industrielle malgré les difficultés rencontrées dans certains essais? Alors, j'imagine que par fructose, ils sous-entendaient plutôt l'inuline, mais… Alors, l'inuline est extraite de deux plantes, on va dire, en gros, que sont la chicorée et une autre plante de la même espèce qu'est le topinambour. Mais le topinambour est une espèce très compliquée à cultiver, qui reste quand même dans nos jardins, mais pour ceux qui font du jardinage, ils voient bien que le topinambour est très invasif et que le cultiver à un niveau industriel, c'est compliqué, d'abord parce que c'est invasif, mais aussi parce qu'il faut attendre très tard dans l'hiver pour que le sucre migre vers les tubercules, ce qui n'est pas le cas de la chicorée qui fait migrer ses sucres dans la racine plus vite, c'est-à-dire au mois de septembre-octobre. Alors, dès les premiers gels, l'inuline se dégrade et forme du fructose. Donc, les industriels de l'inuline extraient le sucre de chicorée. Hein, au niveau industriel, on n'arrive pas à faire le topinambour, ou pratiquement pas. Il y a quelques Chinois qui le font, mais c'est essentiellement la chicorée dans le monde, hein, que ce soit en Amérique du Sud, au Chili ou en Europe. On extrait l'inuline, donc des chaînes plus ou moins longues, et on le fait si possible avant les premiers gels, parce que sinon, elle se dégrade. Et elle se dégrade en fructose. Alors, vous allez me dire, oui, mais le fructose, c'est intéressant en tant que tel. Oui, mais il y a d'autres sources de fructose qui sont moins chères.
en particulier le maïs, qui fait du fructose plus facilement. On peut transformer le glucose par réaction enzymatique en fructose. On peut couper le saccharose en 2 molécules, le glucose et le fructose. Ça, c'est la spécialité des Israéliens. Ils achètent du sucre, ils le coupent en 2 et ils revendent le fructose et ils revendent le glucose. Le fructose se vendant beaucoup plus cher que le saccharose. Donc, vous voyez, à partir de quelque chose, on coupe et on fait plus cher. Mais ça veut dire que c'est très compétitif. Ce qui est vraiment compétitif dans la chicorée et les chicorées en général, c'est les chênes. Ce n'est pas le fructose en tant que tel. Une petite question peut-être par rapport justement à cet aspect donc inuline. Au cours de ta présentation, tu as indiqué effectivement que généralement les plantes avaient plutôt tendance à stocker de l'amidon. Donc là, dans le cas des chicorées, tu as évoqué donc la présence d'inuline. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui à un moment donné finalement a déclenché, a initié ce changement de métabolisme et plutôt cette idée de stocker de l'inuline, fabriquer de l'inuline? Alors, on ne le sait pas. On sait que c'est limité aux campanulacées et aux astéracées. On sait que par rapport à la dérive des continents, etc., ça s'est passé à un moment donné où, par exemple, l'Australie n'a pas de plantes à amidon ou à sucre. Elle a essentiellement des plantes à fructane et inuline. Ce qui fait d'ailleurs que les arborigènes mangeaient des racines et avaient une nourriture très fibre et inuline. Et quand les colons, les Européens sont arrivés là-bas, on est arrivé avec du sucre et ils n'étaient pas adaptés, ils ont attrapé des diarrhées. Alors qu'au contraire, maintenant, on sait qu'un régime alimentaire avec de l'inuline permet de s'adapter et même d'être bifidus active va activer vos bonnes bactéries. Là, on a fait un petit peu comme avec les Amérindiens où on leur a amené la grippe et on les a tués parce qu'ils n'étaient pas habitués, ils ne connaissaient pas. Bah, là, on leur a amené des plantes à sucre, des plantes à amidon. Bon, vous connaissez, hein, le manioc, la pomme de terre. Dans certaines contrées, il n'y en a pas. Même nous, la pomme de terre, c'est assez récent. Donc, les régimes alimentaires ont changé, mais nous, on a le blé qui donne quand même de l'amidon. Voilà, il y a beaucoup de plantes à amidon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas en Australie, mais ils se nourrissaient pas de plantes à sucre, au sens saccharose. L'arrivée de la canne et tout ça, c'est beaucoup plus tardif. Très bien. Je ne sais pas s'il y a encore une question, peut-être, non? Très bien. Bah, merci pour ton intervention. Georges, si tu peux prendre le relais donc, pour la conférence suivante.